Madame, Monsieur, bonsoir, merci d'être avec nous. Voici les titres de ce journal. Reprise des cours à l'UCAD ce 1er septembre, plus de 70 000 étudiants attendus à l'occasion. Les mesures nécessaires sont prises selon le recteur et le directeur du COUD qui annoncent une reprise graduelle. Après la pluie, le beau temps, une maxime inconnue des populations de Dar Rahman 4, 5 et 6, elles sont envahies par les eaux de pluie, ce qui n'est pas sans conséquence dans leur quotidien. Et puis le traditionnel Rero Tamharit qu'on voit de moins en moins, le coût cher de la vie en est en partie responsable, sans parler de l'attitude de certaines femmes indexées. Le développement, c'est tout de suite. Reprise des enseignements et apprentissages à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ce 1er septembre. Toutes les mesures sont prises selon les responsables du COUD. En conférence de presse conjointe, le recteur de l'UCAD et le directeur du COUD ont assuré que les enseignements se feront de manière graduelle, suivant le plan de rotation. 78 500 étudiants sont attendus. Compte rendu à Damassar. Pour la reprise de ce 1er septembre, les 78 500 étudiants suivront un plan de rotation. Celui-ci devrait se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2020. Et ce plan se déroule comme suit. Du 1er septembre au 15 octobre 2020, seuls les étudiants de la licence 3 et du master 1 seront admis sur le campus. Cette catégorie d'étudiants représente un effectif total de 19 517 étudiants. Du 15 octobre au 15 novembre seront admis les étudiants de la licence 2 et du master 2. Et cette catégorie représente un effectif de 20 348 étudiants. Du 15 novembre au 31 décembre seront admis les étudiants de la L1, licence 1. Et cet effectif cette catégorie représente un effectif de 31 700 étudiants. Cette reprise, qui se déroule en pleine pandémie de Covid-19, a poussé les autorités du COUD à faire quelques réajustements. Un nouveau plan de l'hébergement est envisagé. Aujourd'hui, si nous devons avoir 19 000 étudiants, avec le protocole de fonctionnement sur lequel nous sommes tombés d'accord avec les étudiants, parce qu'une chambre de 2 pouvait arriver à avoir 12 à 15 étudiants. Nous nous sommes dit que cela est impossible. Il faut arriver à un terme bien raisonné et nous sommes tombés d'accord au moins que pour une chambre à 2, que nous puissions avoir au maximum à 4. Des mesures qui intègrent le volet sanitaire, selon toujours le directeur du COUD. Nous avons renforcé le nombre de médecins qui passe désormais à 28 médecins. 28 médecins seront mis à la disposition des étudiants durant toute cette période. 5 pharmaciens, 45 infirmiers, 26 assistants infirmiers, 24 brancardiers, 7 ambulanciers, 23 volontaires de la Croix-Rouge, 6 techniciens biologistes, 11 sages-femmes, 40 autres agents de santé et 8 travailleurs sociaux et psychologues. Fermée dès le début de la propagation du coronavirus, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar prépare la reprise des enseignements en présentiel. Mais pour une bonne reprise, les autorités de l'UCAD comptent sur l'engagement des étudiants. Coronavirus, voici la situation du jour. 90 nouveaux cas sur 1250 tests réalisés. 2 décès ont été enregistrés hier jeudi. 117 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 44 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Et puis à Guédiawaye, les dernières pluies laissent un décor peu reluisant dans les quartiers d'Ar Rahman 4, 5 et 6 à Wahinan Nimzat. Les eaux ont même envahi les chambres, troublant le quotidien des habitants. Un reportage de Mamadou Lamine Fati. Les pieds dans l'eau, les armoires, les meubles, même la cuisine est pleine d'eau.
C'est le décor au lendemain des fortes précipitations au quartier Darou Rahman 4, 5 et 6 de Wakhinane Nimzatt. C'est l'eau de pluie qui ruisselle vers les maisons. Depuis ce matin, je n'arrive pas à aller au travail à cause de ces eaux. Depuis la pandémie de coronavirus, on n'arrive pas à travailler. Si ajoute aujourd'hui ces précipitations, vraiment c'est très difficile pour nous les habitants. On a juste besoin de canalisation pour drainer l'eau vers le bassin. Pas très loin, nous sommes chez la famille Mboub. Ici, l'eau a envahi tous les espaces de la maison. On est vraiment fatigué. Tu as vu cette eau dans les toilettes, dans les chambres, la cuisine. L'eau a envahi toute la maison. On n'a même plus d'espace où manger ou s'asseoir en famille. Si on enlève l'eau, quelques minutes après, tout revient comme si on n'avait rien fait. Depuis ce matin, on a essayé de drainer l'eau plus de 3 fois, mais cela n'a pas marché. On est obligé de mettre toutes nos affaires à hauteur pour ne pas que les eaux les détruisent. Le constat est général dans tous ces quartiers de Wakhinane Nimzatt. Un rassemblement spontané est organisé par les habitants de Darussalam. Situation très grave, très catastrophique et très compliquée pour la population de Wakhinane Nimzatt. C'est l'eau qui est pénétrée dans les maisons. Hier, ici, personne n'a cuisiné parce qu'on n'avait pas de l'espace pour placer les marmites. Il y avait plein d'eau dans toutes les chambres, dans toutes les maisons. Vraiment, nous vivons vraiment une catastrophe dans notre cité, dans notre zone. Vivre au quartier Darou Rahman 4, 5, 6 et Darussalam de Wakhinane Nimzatt au lendemain de pluie n'est pas chose facile. Les habitants sont obligés de cohabiter avec les eaux jusque dans les chambres. Le projet de construction navale avance à grands pas. L'annonce a été faite par Samba Ndiaye, directeur général de la Société des infrastructures de réparation navale de Dakar. La CIRN vient de nouer un partenariat avec AFS, African Fiberglass Solutions. Plus de détails avec Samba Ndiaye, directeur de CIRN. Il est au micro de Augustin Mandan. Projet dont la première phase consiste à produire des embarcations en fibre de verre. La spécificité de cette journée ou de cette signature, c'est que pour la première fois, nous allons donc nouer un partenariat avec une société entièrement sénégalaise, à 100% sénégalaise. Je crois qu'au moment où, au niveau de nos hautes autorités, notamment au niveau du président de la République, il y a cette idée de faire en sorte que les Sénégalais croient en eux-mêmes, que l'industrie sénégalaise puisse se développer pour que nous puissions consommer local. Donc, au moment où tout ça est en train d'être vulgarisé, je pense qu'il est heureux que nous, au niveau de la CIRN, nous puissions signer aujourd'hui avec une société sénégalaise qui s'engage à produire des embarcations en fibre de verre. C'est le lieu également de saluer le travail qu'ils ont fait. Parce qu'au moment où nous nous exprimons, l'usine avance, la construction de l'usine a avancé autour de 90%. Ça veut dire que nous ne sommes plus à la phase des discours, nous sommes à la phase de la mise en œuvre. Direction Podor, le projet agriculture irriguée et développement économique des territoires ruraux rencontre l'approbation des populations. Elles ont pu bénéficier de nombreuses infrastructures dans les domaines agricoles et pastoral. La phase 1 du fonds d'appui intercommunautaire du dit projet vient d'être évaluée par les acteurs et les bénéficiaires. Un projet exécuté par la SAED Momar Alissignan et Modoussek. Financé par l'État du Sénégal et l'Agence française de développement à hauteur de 21 milliards de francs CFA et exécuté par la SAED depuis 2014, le projet Agriculture irriguée et développement des terroirs ruraux de Podor a enregistré des résultats satisfaisants, surtout avec la mise en œuvre du fonds d'appui intercommunautaire. Qui est un fonds décidé à réaliser des investissements à caractère économique dans les filières agricoles et pastorales pour accompagner les communes dans le développement économique local. Mais en même temps aussi, nous avons engagé au niveau de la SAED un long processus de concertation et qui va donner corps en tout cas à une réorganisation du dispositif de la SAED qui sera
carrément ancré autour de la collectivité locale. Les collectivités territoriales se réjouissent des nombreuses réalisations du projet. Les projets réalisés dans la première phase concernent principalement les marchés hebdomadaires, les jardins maraîchers, les magasins de stockage, les quais d'embarquement et beaucoup de parcs de vaccination, mais également sur la sécurisation foncière qui est un aspect très important dans le Fouta. Par ailleurs, les attentes sont aussi nombreuses pour ce qui concerne la deuxième phase du dit projet. Au nouveau marché hebdomadaire qui vient d'être autorisé au niveau de Cascas, donc, je vais faire un aménagement pour ce marché-là. Et je vais accroître aussi le grand marché hebdomadaire de Médina Ndiambé sur la faille 2. Dans sa phase 2, le fonds d'appui intercommunautaire, doté d'un montant d'1,184 milliard de francs CFA, va permettre de financer des micro-projets présentés par les communes dans leur plan d'investissement 2020. La rencontre du président Macky Sall avec le MEDEF n'enchante pas Abou Wele. Pour lui, le mouvement des entreprises de France milite toujours en faveur de la globalisation. L'économiste dénonce la présence massive des entreprises françaises. Écoutons-le au micro de Adam Assar. 90% des entreprises qui composent le MEDEF sont des entreprises de petites et moyennes entreprises. Le MEDEF travaille exclusivement pour la préservation des intérêts des entreprises françaises. Le MEDEF est l'une des organisations qui milite en faveur de la globalisation partout à travers le monde. Ils cherchent des débouchés partout à travers le monde. C'est ça. Ils sont là pour offrir leurs services, pas pour développer. Ce n'est pas une organisation philanthropique. C'est ce qu'il faut oublier. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là-bas encore? Pour davantage renforcer les entreprises françaises, leur donner davantage de marché, nous, en tout cas, c'est ce qu'on soupçonne. C'est ce qu'ils ont fait depuis le début de leur mandat et ils continuent à le faire. Qu'est-ce que c'est que le MEDEF? On nous enquiquine. Il est facile de tourner la tête aux petits Africains. Sénégalais d'ailleurs complexés. MEDEF, quel est le MEDEF? C'est comme le CNES au Sénégal. Donc, avec la différence que le CNES, c'est nous. C'est le Sénégal, c'est le patronat sénégalais, alors que là, on parle des entreprises françaises qui pillent le monde, qui sont partout dans tous les pays sous-développés. Il faut que nous arrêtions avec cette cacophonie-là. Et Mamadou Ibrahim Fall prend le contre-pied de Abou Wele. Le stratège négociateur international magnifie le déplacement de Macky Sall à Paris. Il parle de pragmatisme. Néanmoins, il demande au président Sall de soutenir davantage les entreprises privées. Mamadou Ibrahim Fall est au micro de Adam Assar. Je peux dire que le président de la République a joué la règle du pragmatisme, mais ce que je reproche au chef de l'État, c'est aussi de ne pas lancer un appel patriotique au secteur privé sénégalais et aussi de prêcher par l'exemple. Quand je dis prêcher par l'exemple, c'est le regard que l'autre aura de vous. C'est vous qui l'imposez, c'est vous qui le méritez. Moi, je ne peux pas commander la confiance, je ne peux pas commander le respect. Je ne peux pas commander qu'on porte attention sur moi. Mais mon comportement, mon attitude, ma conviction et mon parcours forcent ce respect-là de l'autre. Et c'est ça qui nous manque, et c'est ça qui a manqué dans le discours du chef de l'État. Parce que les Occidentaux ne se tromperont pas. Ils ne se tromperont pas. Tu sais pourquoi? Ils font des études prospectives. Ils savent plutôt le monde vers lequel nous allons. Il faut se préparer. Et ils se sont préparés pour ce monde-là. Vous voyez, on est en train de dérouler un agenda international. Quelle est notre part? Quelle est notre action dans la définition, dans la concrétion et dans le déroulement de cet agenda international?
C'est ça la grande question que nous, Africains, nous devons nous poser. Et au premier chef, les chefs d'État en qui nous avons placé notre confiance. 400 compteurs seront testés à Gorée. L'île abrite la phase pilote des compteurs intelligents. Des compteurs censés alléger les charges des clients et de la Sénélec. Compte rendu, Boubacar Dieng et Barasso. Du fait de sa géographie et de sa population limitée, l'île de Gorée est choisie pour le lancement du projet des compteurs intelligents, des compteurs communicants qui libèrent le client. La vieille île a déjà servi de pilote pour les compteurs Woyofal. Cette fois-ci, 400 compteurs intelligents y seront testés. En plus des fonctionnalités que nous avons au niveau de Woyofal, ces compteurs sont des compteurs communicants, donc qui apportent plus de facilité au consommateur en lui permettant de gérer tout ce qu'il a comme consommation, tout ce qu'il a comme facturation à partir de son smartphone, de son téléphone portable. Donc aujourd'hui, le client n'a plus l'obligation de venir chaque fois au niveau de son compteur ou bien au niveau du clavier pour avoir les informations au niveau de son compteur. Aujourd'hui, nous envisageons d'en installer 400 et de faire de Gorée la phase pilote de cette généralisation. Et c'est pour ça que nous avons dépêché une équipe et nous allons maintenir l'équipe qui sera là. Avec toutes ces facilités, la relation commerciale entre la Sénélec et les clients est garantie. Et en même temps, comme ce sont des compteurs communicants, Sénélec, à partir de sa plateforme, peut superviser le compteur, peut regarder est-ce qu'il y a une défaillance au niveau du compteur, contrôler la qualité de service et faire certains types de dépannage à partir de son truc sans se déplacer. Donc voilà autant de facilités qui permettront aux clients et à Sénélec d'avoir une meilleure relation commerciale. Les compteurs intelligents permettent tout autant de limiter les fraudes qui causent beaucoup de pertes à la Sénélec. Et aujourd'hui, il est important de souligner également que par rapport à Sénélec, ça nous permet de réduire de façon drastique ce qu'on a appelé jusqu'à présent les pertes non techniques, c'est-à-dire les pertes qui ne sont pas liées à l'acheminement naturel de l'électricité chez le client. Et donc, aujourd'hui, nous venons d'initier un produit qui va améliorer la relation commerciale entre Sénélec et le client, qui aura des bénéfices pour le client et également des bénéfices pour Sénélec. La cérémonie de lancement des compteurs intelligents a démarré par une remise symbolique de dons dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, une valeur de 4 millions de francs CFA. La rencontre est clôturée par des questions-réponses entre les Goréens et la Sénélec. Les 35 bureaux des Nations Unies au Sénégal seront regroupés dans le pôle urbain de Diamniadio. L'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État en visite de chantier a jugé satisfaisante la progression des travaux. Ce projet premier du genre en Afrique de l'Ouest va permettre au Sénégal de se positionner comme hub sous-régional. Babacar Seck. Le chantier de la Maison des Nations Unies à Diamniadio est réalisé à 60% en ce qui concerne les grosses œuvres. Et cela contribuera à faire du pôle urbain un hub sous-régional. Nous avons vu que Diamniadio commence quand même à émerger avec la construction des cités ministérielles, avec la présence de beaucoup de projets aujourd'hui, de beaucoup d'infrastructures au niveau de cette zone. Donc qui va devenir un hub en matière de logistique au niveau sous-régional et international. Et le fait de regrouper les agences des Nations Unies nous permet quand même de créer encore un écosystème au niveau de cette ville. La Maison des Nations Unies va permettre à l'État du Sénégal de rationaliser les charges locatives et va impacter les collectivités territoriales du département de Rufisque. Le Sénégal, comme vous le savez, a signé des accords de siège presque avec toutes les institutions internationales. Et rien qu'avec le système des Nations Unies, le coût du loyer annuel est de 1,2 milliard.
et en termes de création d'emplois, mais aussi d'opportunités. Vous savez que les externalités positives de ce projet-là vont impacter considérablement, en tout cas, les collectivités territoriales environnantes. Des méthodes de construction innovantes ont été utilisées pour ce projet qui respecte toutes les normes, surtout environnementales. C'est un projet vert, c'est un projet dans lequel l'infrastructure n'injecte rien dans la nature. Par exemple, les eaux usées vont être traitées au niveau des stations d'épuration qu'on mettra sur place, et ces eaux traitées vont servir à arroser les jardins. C'est un projet qui va être pratiquement indépendant énergétiquement, dans lequel on va créer une centrale solaire de 2,5 mégawatts. La Maison des Nations Unies va occuper 12 hectares et sera livrée fin 2021. Et on commence avec le Mali voisin où les militaires du Comité national pour le salut du peuple tiennent leur engagement en poursuivant les libérations des anciens dirigeants du pays. Après le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, l'ex-premier ministre Boubou Cissé et le président de l'Assemblée nationale Moussa Timbine ont été relâchés à leur tour vendredi par la junte militaire à l'origine du coup d'État du 18 août dernier. L'homme fort du Mali, l'ancien homme fort du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, libéré jeudi par des éléments des forces spéciales maliennes, est désormais retranché à son domicile de Sebininkoro à Bamako. Coup de tonnerre politique au Japon. À 65 ans, le Premier ministre a annoncé ce vendredi lors d'une conférence de presse son intention de démissionner en raison de problèmes de santé. 2 visites récentes à l'hôpital ont soulevé des spéculations sur sa capacité à se maintenir au pouvoir, rattrapé par son ancienne maladie chronique intestinale qui risque de s'aggraver, a indiqué Shinzo Abe. Il veut ainsi éviter de perturber la scène politique nationale. Après 7 ans et 8 mois à la tête du pays, Shinzo Abe venait de battre un record de longévité pour un premier ministre japonais. On accueille Cheikh Hassana Fall pour la page de sport de ce journal. Bonsoir Hassana. Bonsoir Oussama. On commence avec du football local. Les joueurs du championnat national traversent une mauvaise passe. Oui Oussama, resté sans championnat depuis plusieurs mois maintenant. Les joueurs du championnat local sont dans une très mauvaise passe. L'absence de compétition causée par la Covid-19 fait que ces derniers se retrouvent dans de nombreuses difficultés, surtout financières. Mohamedou Fodé Gassama Tal et Moussa Fall ont rencontré le portier de la Seigneur Italie qui leur explique comment est-ce qu'ils font pour survivre en cette période de dèche. En provenance d'Aspire Academy. Nous suivons l'élément. D'abord. Ouais. Depuis mi-mars et qui pourrait durer encore plusieurs mois a un impact considérable sur le plan financier chez les joueurs du championnat local. Si d'aucuns ne perçoivent pas de salaire en cette période de Covid-19, d'autres touchent la moitié. Bekay Sek, portier du NGB, reconnaît que c'est difficile. Le gouvernement doit nous aider parce que la situation est très difficile. Même s'entraîner est un sérieux problème puisque nous n'avons pas accès aux plages. En Europe, même dans les autres pays africains, les dirigeants ont trouvé le moyen de reprendre les compétitions. Je pense qu'on doit faire pareil. Il va falloir qu'on organise notre football si on veut le hisser sur le toit continental. Le gardien de but demande l'aide de l'État pour alléger un peu les choses. Nous vivons une situation très difficile en tant que footballeur. Notre métier, c'est jouer au football. Si on nous prive cela, c'est vraiment compliqué. Il y a des joueurs qui n'ont pas reçu leur salaire depuis l'arrêt des compétitions. À Niar Italie, par exemple, on touche la moitié de nos salaires. Ça ne peut pas régler tous nos besoins. Une situation compliquée qui devra inciter à bien revoir l'organisation du football afin de ne plus vivre par les circonstances.
Et le Sénégalais Moussa Ndiaye aura durant ces 3 prochaines années le Sénégalais Moussa Wagué. C'est bien ça au FC Barcelone, Hassana? Oui, Moussa Ndiaye rejoint Moussa Wagué au FC Barcelone. Il faudra dire maintenant que Moussa Ndiaye est catalan. Le défenseur sénégalais des moins de 20 ans a réussi à rejoindre l'équipe barcelonaise en provenance de l'Aspire Academy Dreams qui a touché pour l'occasion 500 000 € comme clause. La clause libératoire du défenseur s'élève à 100 millions d'euros. Il faut rappeler qu'il rejoint dans ce club catalan notre Sénégalais, en l'occurrence Moussa Wagué, qui aussi lui avait suivi le même parcours, c'est-à-dire Aspire Academy Dreams, avant de rejoindre le FC Barcelone, deux institutions qui sont liées au club aux nations qatari plutôt, pour ainsi dire. Moussa Ndiaye a marqué, il faut le dire aussi, les esprits durant la Coupe du Monde 2020, la dernière Coupe du Monde des moins de 20 ans, et on peut voir tout de suite quelques-unes de ses performances où il a marqué beaucoup d'esprits, notamment l'esprit des recruteurs catalans. Il faut juste dire qu'on note que le défenseur sénégalais est très habile de ses pieds, mais aussi de sa détente, et aussi préciser que le défenseur, pour le moment, a rejoint le Barça B, mais pas encore l'équipe première. Il faudra qu'il fasse ses preuves avant de rejoindre déjà la team à Messi et autres. Et pour parler aussi de Lionel Messi, l'attaquant argentin du club barcelonais, qui fait remous ces temps-ci au niveau de son équipe, et c'est la raison pour laquelle Sadio Mané et son entourage se sont proposés au club catalan. Le Lion du Sénégal et attaquant de Liverpool FC a demandé à ce qu'on commence des négociations avec le club catalan. La raison, il s'en sentirait de moins en moins, plutôt, autant pour moi, considéré par les Reds de Liverpool, raison pour laquelle il souhaiterait être transféré du côté de l'Espagne. Rappelez juste qu'il a été convoité à un certain moment donné par l'équipe de Zinedine Zidane, c'est-à-dire les Merengues du Real Madrid, mais connaissant Sadio Mané, avec l'affinité qu'il a aussi avec Ronald Koeman, qu'il a accueilli en Angleterre en 2014, il est fort probable que l'on retrouve Sadio Mané s'il doit rejoindre l'Espagne du côté du FC Barcelone pour le moment. On devra attendre pour connaître la suite. On va en Côte d'Ivoire pour parler de la candidature de Didier Drogba, une fois invalidée. C'est au tour de la FIFA qui demande à la fédération ivoirienne Hassana de suspendre le processus de vote. Tout à fait. La candidature de Didier Drogba pour la fédération ivoirienne de football est un sujet à polémique. Du début à la fin, l'ancienne star des Ivoiriens, des éléphants de Côte d'Ivoire, a déposé sa candidature pour être le président de la fédération ivoirienne de football, mais le processus a été un peu biaisé selon les dires de l'entourage de Didier Drogba, raison pour laquelle la FIFA a demandé à la FIF de suspendre immédiatement le processus électoral, craignant que le processus électoral ne soit pas libre et équitable. L'instance dirigeante du football mondial a demandé à la commission électorale de la FIF
de leur envoyer les dossiers de tous les candidats. La secrétaire générale de la FIFA, en l'occurrence Fatma Samoura, a aussi déclaré que la FIFA a appris que la commission électorale et son nouveau président élu le mois dernier n'avaient pas pu mener comme il se devait toutes les tâches qui leur avaient été confiées, raison pour laquelle pour le moment on reste encore sur le coup du suspense. Il faut rappeler que l'élection était initialement prévue pour le 16 mai, mais a été reportée au 5 novembre prochain. Mais il est fort probable encore qu'on retourne encore à une énième retournement de situation ou bien encore un autre report de l'élection, parce que Didier Drogba veut coûte que coûte être président de la Fédération ivoirienne de football. Attendons de voir s'il sera même candidat à l'élection même. Attendons de voir. Merci beaucoup Hassana pour la page des sports. L'autre point fort de l'actualité, Rero Tamkharit, la plaisanterie entre co-épouses à la veille de la fête. Une belle tradition qui tend cependant à disparaître. D'après nos interlocuteurs, cela est dû à la cherté de la vie. D'autres, par contre, rejettent la faute sur certaines secondes épouses. Reportage Bintaba. La fête de Tamkharit approche. Occasion pour les co-épouses de raffermir les liens qui existent entre elles. Et tout passe par la préparation du couscous traditionnel. À chacune sa participation, ses méthodes. Mais le dénominateur commun reste le partage. Les deuxièmes femmes faisaient le tour des maisons des premières dames pour qu'elles leur offrent de l'huile, de l'argent et même des tissus, parce qu'on ne se rivalisait pas. Djeba est deuxième femme. Malheureusement pour elle, cette tradition ne fait plus partie de la modernité. Cette pratique n'est plus comme avant. Ça fait 3 jours que je demande aux premières dames de me donner de l'argent ou de la nourriture pour la fête, mais jusque-là, je n'ai rien reçu. Cette nouvelle génération est devenue avare. Matikan, quant à elle, se défend également les premières dames. Sur ce sujet, sa position est partiale et même partielle. Les deuxièmes femmes viennent pour prendre la place de la première dame et on ne se laisse pas faire. Nous, à notre époque, on n'avait pas ce problème. Ce que je vois maintenant, c'est déplorable. Les femmes se rivalisent, surtout les deuxièmes femmes qui veulent récupérer le mari à tout prix. La plaisanterie entre co-épouses, une belle tradition bien sénégalaise, mais qui tend à disparaître. Pourtant, elle permettait de rapprocher les épouses, surtout lors de la fête d'Achoura, dans les familles polygames. Et on verra bien qui fera la meilleure sauce demain durant la fête. Un plateau spécial Achoura ce soir avec Oustaz Taïb Sosé et Moussa Fall. Ensuite, vous avez rendez-vous comme tous les vendredis avec Didier Bouba dans It's Friday. Mais en attendant, retour à la totale bloc d'information. Bonsoir.